Je fais ce que je sais faire. Je monte des coups. Tu fais ce que tu sais faire, t'essaies d'arrêter les mecs comme moi. Je sais rien faire d'autre. Pareil pour moi. Tu veux t'en aller? Tu t'en vas, maintenant. Ou de toi-même. De toi-même, tu décides de venir avec moi. Qu'est-ce que je fais? C'est la règle du jeu, c'est comme ça. C'est ça, ou bien il vaut mieux changer de métier, mon pote. Quand le genre du film policier et plus particulièrement de films ayant intégré le panthéon du cinéma sont évoqués, Heat figure parmi la liste des nombreux films ayant laissé leur empreinte sur l'industrie cinématographique. Au départ conçu comme un téléfilm nommé LA Takedown en 1989 pour la chaîne de télévision NBC, Michael Mann met en scène la traque d'un braqueur nommé Patrick McLaren et de sa bande par le lieutenant de la criminelle Vincent Hanna. Ce téléfilm durera 1h30, une durée qui n'était pas assez conséquente pour son réalisateur qui avait besoin de beaucoup plus d'espace pour raconter cette traque épique entre deux hommes si proches et si loin à la fois. Inspiré de l'histoire vraie du lieutenant Chuck Adamson et du criminel Neil McCauley, les deux antipodes ne cessaient de se croiser dans les années 60, époque à laquelle la bande de Neil McCauley réalisait certains coups comme le vol de véhicules blindés, l'attaque d'entrepôts, et tout comme dans le film, le braquage avorté d'un entrepôt après que McCauley repéra que lui et sa bande étaient pris en filature par les forces de police. Ces deux hommes se rencontreront également en face à face, tout en sachant que l'un le traque et que l'autre est traqué. Un semblant de respect s'installe entre le lieutenant et le criminel qui n'hésitera pas à le prévenir que si jamais il leur arriverait de se croiser lors d'un de ces braquages, il n'hésiterait pas à le descendre, peu importe ce qu'ils se sont racontés ce soir-là. Les deux hommes se livrent sur leur vie privée compliquée et font le constat que leur histoire se ressemble trait pour trait, malgré qu'ils soient quand même si différents. Chuck Adamson décrira Neil McCauley comme un véritable professionnel, un bon voleur qui essayait de faire de son mieux pour ne pas attirer l'attention sur lui et éviter les risques inutiles, mais il avait aussi sa part d'ombre, décrit comme un sociopathe au sang-froid qui pouvait vous tuer si l'occasion se présentait et si cela était nécessaire. Le 25 mars 1964, le véritable Neil McCauley meurt sous les balles du lieutenant Adamson au cours d'un braquage d'une épicerie. L'autopsie révélera que Neil McCauley fut touché par 6 balles avant que le lieutenant mette un terme à cette traque de plusieurs années. La rencontre entre les réalisateurs Michael Mann et le lieutenant Adamson se fera, et l'histoire de LA Takedown prendra forme avec un style assez proche du réel, à ras de terre, une sensation que nous retrouvons quelques années plus tard dans le film de 1995. La collaboration entre les deux hommes continuera, et ils écriront ensemble quelques épisodes de la série télévisée Miami Vice avec Don Johnson et Philip Thomas dans la peau de deux inspecteurs de police de Miami. Mais comprenant que son LA Takedown n'était que la prémisse de ce qu'il avait en tête, Michael Mann réalisera Heat dans les années 90 et débarquera en 1995 avec un casting monumental. Robert De Niro, Al Pacino, Val Kilmer, Danny Trejo, Jon Voight, Tom Sizemore, Ashley Judd et la très jeune Natalie Portman. Un casting portant un projet prometteur et dantesque qui sera vendu comme étant la toute première confrontation à l'image entre les deux immenses acteurs que sont Robert De Niro et Al Pacino. L'un sous les traits du gangster minimaliste Neil McCauley, l'autre dans le costume du magistral lieutenant Vincent Hanna. Bien loin de LA Takedown en termes de durée, pendant 2h45 nous allons parcourir les rues les plus sombres de Los Angeles et être au cœur de l'action dans un environnement qui se transformera progressivement en guerre urbaine entre les deux clans. La scène d'exposition nous introduit un personnage se faufilant n'importe où, bien qu'il n'en ait pas autorisé. Sûr de lui et de ce qu'il fait, il avance sans regarder derrière lui et dérobe une ambulance sans être inquiété de quoi que ce soit. Neil McCauley, interprété par Robert De Niro, n'a besoin que de quelques minutes sans dialogue pour montrer les principaux traits de son personnage. Un braqueur expérimenté avec des codes, déambulant dans une vie régie par un chronomètre, il est un personnage à visage découvert, mais il reste un protagoniste à la vie privée très peu dévoilée. Ce n'est que quelques minutes après avoir découvert le reste de l'équipe composée de Chris Sherlis, Michael Cherito, Trejo et l'élément déclencheur Waingro que nous faisons face à la toute première scène de braquage du film qui deviendra l'un de ses édifices principaux. L'équipe de Neil McCauley attaque un fourgon blindé et arbore tous le même masque de hockey sur la tête à l'exception de Waingro qui sera véritablement exclu de la bande, que ce soit dans le scénario ou dans l'esthétique des personnages.
Ce masque deviendra par la suite un des éléments les plus connus du film, souvent mis en avant sur les photos de celui-ci. Il sera inévitablement lié à la bande de Macaulay lorsque l'on évoquera les films de braquage. Car oui, quand l'on évoque les films de braquage comme Heat, Point Break, The Town et bien d'autres, il est toujours intéressant de voir sous quelle apparence certains personnages vont commettre leurs méfaits. Des caricatures à l'effigie des anciens présidents des États-Unis dans Point Break, des costumes de nonnes effrayants pour The Town, et des masques de hockey assez classiques pour Heat. Deborah Lynn Scott, costumière du film, choisira ce masque de hockey inspiré de deux gardiens de Philadelphie en NHL à l'époque, Bernard Marcel Parent et Goran Peric Lindbergh. Les casques portés par Robert De Niro et ses complices remplissent plusieurs fonctions. Ils protègent bien évidemment l'identité des braqueurs durant leur opération, mais il est aussi un élément de dissuasion vers les policiers, en voulant à tout prix les effrayer d'une manière ou d'une autre en arborant ce masque pour leur faire comprendre que ce n'est pas le moment de se rebeller. Grâce à ses allées rectilignes, la forme d'un visage menaçant se crée sur ce masque et donne à la bande de Macaulay une apparence effrayante et très intimidante. Avec sa couleur blanche, ce masque se démarque inévitablement dans ce milieu hostile majoritairement gris et noir, à l'instar de la combinaison d'ambulanciers portés par les braqueurs, de leurs gilets pare-balles et d'autres matériels explosifs. L'autre caractéristique de ce masque, c'est les nombreuses ouvertures qu'il comporte. En regardant la scène, nous pouvons très distinctement voir le regard de Robert De Niro derrière celui-ci, un élément qui n'est pas à nier lorsque l'on veut faire passer des émotions et des menaces. Le regard est un atout majeur, et plus particulièrement celui de Neil Macaulay qui sait se faire respecter lorsque la situation l'impose. En regardant les nombreux trous sur l'ensemble du masque, celui-ci pourrait s'apparenter à une prison pour son détenteur. Une thématique qui reviendra très souvent chez Neil Macaulay qui cherchera désespérément le dernier casse avant de prendre la fuite à l'étranger et plus particulièrement aux Fidji avec la jeune femme qu'il vient tout juste de rencontrer, Eddie. Malheureusement pour lui, il n'approchera jamais son but et se heurtera souvent à un mur, l'empêchant d'avancer vers son futur idéalisé. Il restera enfermé dans sa propre prison, régi par ses codes, son arme, une vie sur le fil du rasoir où l'impair n'est pas permis, mais où il a excellé tout au long de sa vie. Une vie où il n'est pas permis de s'attacher à quelqu'un si tu n'es pas capable de t'en débarrasser en moins de 30 secondes montre en main dès que tu as repéré un seul flic dans le coin. Ce masque de hockey apparaîtra seulement dans cette scène d'introduction, et pourtant il restera un élément marquant de Heat, en plus de sa scène de fusillade devenue mythique pour sa mise en scène plus que réaliste, au point où certains passages, notamment les agissements de la bande entière et plus précisément ceux de Val Kilmer, seront étudiés par les Marines américains si jamais il leur arriverait de battre en retrait. Outre le masque de hockey, Neil et sa bande n'hésiteront pas à opérer à visage découvert plusieurs fois dans le film avant d'enfiler de nouveau un masque et cette fois-ci l'un des plus classiques de sa catégorie, une simple cagoule noire. Bien loin de l'aura du masque de hockey, celui-ci ne durera que très peu de minutes à l'écran car il précédera d'une fusillade de 5 minutes où seront découlées entre 900 et 1000 cartouches entre chaque prise. Neil Macaulay est un pro, un homme sans attache qui ne tendra que très peu sa main à une personne à moins que celle-ci soit réellement intéressante et digne de confiance. Il est un personnage complexe qui dans le film de 1995 se décrira comme un homme seul et non solitaire. Un homme qui n'a plus de parents, qui n'a plus de frères, qui a lâché tout ce qui l'entourait au moment même où il a enfilé son casque. Mais en visionnant ce film en 1995, nous en apprendrons que très peu sur ce qui a rendu ce Neil Macaulay si seul. Jusqu'à la sortie de Heat 2, le roman écrit par son réalisateur Michael Mann, aidé par la plume de Meg Gardiner. Alors si jamais vous n'avez pas lu Heat 2 et que vous désirez vous le procurer avant d'être spoilé, je vous laisse avancer de quelques minutes cette vidéo. Ce roman explore tout d'abord les événements survenus après la mort de Neil Macaulay, où Chris Shirley, dernier membre en vie de la bande, doit fuir les États-Unis. Le passé du lieutenant Vincent Hanna à Chicago est aussi exploré, où nous apprendrons qu'il est à la recherche d'un tueur en série nommé Otis Wardwell. À cette même époque, la vie du désormais célèbre braqueur de banque Neil Macaulay est légèrement différente de ce que nous pouvions imaginer en visionnant le film de Michael Mann. Et la première grosse découverte se fera après quelques chapitres où nous apprendrons que Neil Macaulay avait une compagne nommée Elisa, qui elle-même avait une fille, Gabriella, pour qui Neil faisait office de père. Malheureusement pour lui, c'est après l'attaque d'un cartel mexicain qu'il croisera la route du tueur psychopathe Otis Wardwell que recherche Vincent Hanna depuis des années. Il croisera sa route et il en subira les conséquences car il perdra la femme qu'il aime après que celle-ci soit torturée et tuée par Otis Wardwell. Macaulay respectera alors ses codes et il ne lui a suffi que de 30 secondes pour déchirer tous les liens qui le rattachaient à sa belle-fille Gabriella, qui est bel et bien vivante lors des événements du film de 1995. Ce passage traumatique de sa vie forgera un peu plus le Neil Macaulay que nous connaîtrons dans le film
et justifiera ce côté minimaliste et sa vie d'homme seul. Pour en revenir au film de 1995, le masque de hockey illustre parfaitement la vie complexe que mène Neil McCauley. Un homme aux cicatrices cachées, autrice de sa personnalité, qui se fera discret pour parvenir à acquérir son but final qu'est l'évasion et la retraite. Emprisonné derrière ses codes, il touchera du bout des doigts son rêve avant sa rencontre finale avec Vincent Hanna, qui se clôturera sur une poignée de main ensanglantée, balayant alors ses rêves de vie paisible lorsque celui-ci était pour la toute première fois bel et bien visible.